My parents are out of town for the next few days, and they asked me to take care of their house. So, let's tape it. Yes, let's tape it. Bon, hey, bonjour tout le monde. On est maintenant à notre 9e édition de notre super et magnifique podcast. Et aujourd'hui, j'espère que les gens ne seront pas trop déstabilisés, mais celui qui m'accompagne... J'ai eu une promotion. il est fier de lui, là, il est tout content. Ouais, Léon va être avec moi en primeur. Xavier n'est pas là. On va peut-être avoir 2 segments. Léon a quelque chose qui tenait à cœur quand même, puis il voulait en parler, donc on s'est dit on va lui donner un vrai micro. On va arrêter de donner celui-là dans le fond du grenier, fait qu'on va lui donner un vrai de pas pire, fait que vous allez entendre sa belle voix doucereuse. C'est l'allégorie de la caverne. L'allégorie de la caverne, non, là, tu parles pas de ça, là. Alors, oui, comme vous avez pu constater, notre premier sujet, j'ai déniché quelque chose d'assez comique. C'est un YouTuber, un gars qui tape du stock. Puis, c'est ça, là, ça fait 9 ans que son YouTube existe. Ça n'a pas marché beaucoup au début, là. Tu vois que... 70 vues, ouais, 140. Exact, ouais, là, tu sais, il s'essayait. Puis après 9 ans d'existence, il a commencé à pogner des views. On va justement s'attarder plus précisément à une de ses vidéos qui s'intitule My Parents' House. Fait que... Let's tape it. Ouais, fait que lui, il a décidé de taper la maison de ses parents. Il y a eu 122 000 views, ça, là. Puis là... Il est parti pour la gloire, il a continué à taper du stock, puis c'est ça. Mais tu sais, quand on dit des choses, là, c'est vraiment, tu sais, comme des ballons, du spaghetti, des souliers, tu sais, puis peut-être n'importe quoi. Puis pas n'importe quel spaghetti, du spaghetti cuit. Fait que c'est vraiment fascinant. J'ai dit fascinant, mais en fait, vous allez voir, le gars, il est pas fascinant. Il est vraiment drabe. Il est juste là, puis il tape son stock. Il y a même pas de réaction. Mais je pense que c'est ça qui fait que c'est encore plus drôle. Là, mais il parle juste pas, là. Il fait juste rire. Ouais, il fait juste faire sa petite affaire. Puis après ça, il nous montre ça. Puis je les ai pas toutes à regarder parce que, regarde, on s'entend, là. C'est pas super passionnant. Mais au final, là, ses créations, à la toute fin, ça ressemble toujours à juste une belle boule de tape. Je sais pas, tu sais, comme peut-être les gens, là, tu sais, si vous cherchez un contenu pour s'endormir, ce serait de quoi, là, de il y a pas beaucoup de contenu. Fait qu'on va y aller avec ça. My Parents' House, let's tape it. Et on voit qu'il commence de façon bien baisée avec un rouleau. Mais là, il s'arrêtera pas à ça, là. Il va avoir vraiment... Et voilà! L'artillerie lourde! Là, il a genre sûrement demandé à son cousin. Ouais. Au début, on dirait que c'est comme professionnel, ça va être bien tapé pis tout. Mais on s'est rendu compte finalement, non. Plus ça avance, ça l'échappe un peu, là. Ouais, c'est ça. Mais le pire, c'est qu'ils ont l'air concentrés, tu sais, vraiment, là. C'est une tâche, tu sais, comme intellectuelle. Ils sont investis d'une mission. Ils sont vraiment, là, c'est c'est important, là, ce qu'ils vont faire. Hey, chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Fait que c'est ça, on va faire une pause là-dessus. Okay. Là, c'est la partie wrong de la vidéo, là, selon moi. Là. Il va nous montrer, dans le fond, on va voir son père. Qui est assez âgé, je dirais. Ouais, qui est le propriétaire de la maison en question. Puis tu vois qu'il est comme... C'est un vieux monsieur, il a pas l'air tout là, puis tout... Puis je trouve ça tellement trash là, qu'il ait fait ça là, à son père. C'est comme un peu triste, là, vous allez voir. C'est juste un monsieur qui a demandé rien à personne, puis son fils un peu fucked up, qui a sa chaîne YouTube de tapage, genre, il vient de gâcher sa maison. Là. C'est un peu chiant, mais en tout cas, on va voir, vous allez voir. Oh my God, I'm so tired. Well, that's how we got to London through Chicago, going there. It was about 6 hours. So I've been at your house the past couple of days. Yeah. Do you remember that time I was on, Tosh Bueno? Yeah. Well, I shot some of those
was at your house. So what'd you take? We take the house. C'est wrong un peu. Il comprend pas trop, là. Il est comme... Hein? So it's a tape now? Yeah. What did the neighbors think? It's about 60 miles of tape. The whole house. We taped the whole house. Ah. C'est pas fin, là, pauvre monsieur. Le lien de confiance est brisé, moi, je pense. Ben là, pour vrai, il va se faire déshériter. C'est sûr. En tout cas, il n'y aura pas cette maison, là. Ça, c'est sûr. Moi, j'y donnerais à la maison. Caresse à toi, des tapes là. C'est que là, tu vois qu'il tripe pas en tout, là. C'est vraiment comme... Usually I got to clean it up. C'est ciseaux. I don't want to be taped. I mean, I have to pee. Wait till you see the inside of the house. What's on the inside of the house? Mais il ne peut pas aller pisser. Il ne peut pas. C'est vraiment con. Donc, c'est ça. Mais tu sais, le gars, c'est ça qu'on a parlé. Le gars, il a quand même fait de l'argent avec ça. T'sais, on suppose qu'il a fait de l'argent. Ben oui, ben on peut en parler brièvement, mais en tant que YouTuber, dès que tu as au-dessus de 1000 abonnés, #NotGoal, dès que tu as plus de 1000 abonnés, en fait, tu as droit à un revenu par rapport à la publicité. Donc, il y a 11 000 abonnés, 11.1. Puis, avec 122 000 vues comme ça, si tu monetarize, on dit en anglais, c'est-à-dire que s'il y a des publicités sur ta vidéo, ouais, tu gagnes de l'argent. Fait que ça rapporte. On a... Peut-être faire une parenthèse là-dessus, tu sais, on a des gros youtubeurs des fois qui font des donations, puis ils vont filmer ça. Puis souvent, la vidéo va rapporter encore plus que la donation qu'ils vont faire. Fait que tu sais, c'est comme pas une fausse donation, mais c'est comme... c'est de l'argent qui va leur revenir. Là. C'est leur contenu. Là. Donc, ouais, c'est ça. Ça peut être payant. Là. 122 000, je sais pas. Je connais pas assez comment ça fonctionne, mais c'est pas mal ça. Donc, ben, regardez. Mais nous, c'est ça notre but. 122 000 vues. Ben là, ouais. C'est quand même triste de se faire battre par un gars qui tape une maison. Hein? Ouais, quand ça même. Ça fait l'orgueil. Donc, c'est ça. Let's tape it. Magnifique chaîne YouTube. Vous allez voir, ce podcast-là va être, ma foi, je crois, intéressant. Ce qui est le fun, on va chacun vraiment avoir un sujet qui va nous être propre. Donc, je vais introduire les gens sur un monde qui est un peu inconnu. Pas inconnu, là. En fait, c'est très connu maintenant. Tout le monde sait que ça existe, mais c'est... je sais pas, il y a beaucoup de préjugés. Ouais, c'est un monde qui est vraiment rempli de préjugés. Puis même moi, tu sais, comme je m'y connais pas vraiment, tu sais, dans ce monde-là. Puis je trouve ça plate parce que, ben, tu sais, comme je devrais plus m'intéresser à ça au final. Ben, je crois que c'est ça. Ben, je vais parler d'anime. Plus précisément, quand je dis anime, c'est ce qu'on se réfère à l'anime japonaise. Qui est une forme d'animation. Souvent, c'est assez basique, là, si on peut dire. C'est que c'est des animations peu coûteuses. Je vais pas dévaloriser l'anime en tant que tel, mais c'est connu pour... mais c'est basé sur des mangas? Exact. Tous les scénarios d'anime, c'est ça. C'est leur scénario, en fait, ça serait des mangas. Donc, c'est des recréations de mangas. En fait, il y en a certains qui réussissent à gagner en popularité. Donc, ils utilisent ces mangas-là, puis ils transforment en anime, puis c'est ça. Pour expliquer un peu plus en détail ce que c'est que l'anime, évidemment, ça a vu jour au Japon. Les premiers balbutiements d'anime seraient dans les années 1917 environ. C'est pas défini à ce moment-là parce que justement, il n'y a pas de télévision, il n'y a rien, donc c'est des projections. Il n'y a pas beaucoup de traces de ça, donc c'est difficile vraiment de retrouver. J'essaierai de trouver quelques exemples de quoi ça a l'air. Okay. Puis ça a été popularisé vraiment avec une série que certains connaîtront, les plus âgés en tout cas vont connaître, puis même que ça a été modernisé, qui s'appelle Astro Boy. C'est un petit garçon robot. C'est un scientifique qui a créé un robot. Puis tout le monde connaissait ça à cette époque-là. Ça a vraiment été... c'est le premier dans son genre, justement, d'anime, où est-ce que... C'est des animations avec beaucoup d'images fixes, puis que l'animation est très minime. T'sais, les gens vont souvent critiquer l'anime en fonction de ça. Ils vont se dire... est-ce que c'est beaucoup axé sur le dialogue, plutôt? Oui, entre autres. Mais pas tant que ça non plus.
une des techniques qu'on va souvent voir en animation qui va être utilisée, c'est, mettons, on va appeler ça un still frame, ou est-ce que c'est juste une image fixe, mais on va déplacer l'image. Fait que, tu sais, c'est comme quand on fait un travelling au cinéma. Okay. Quand on se dépasse, fait que, mettons, on voit un paysage, on va voir la caméra bouger, genre, tranquillement, mais en fait, c'est simple, c'est juste l'image qui se déplace, puis ça donne l'impression qu'il y a un travelling ou un mouvement de caméra. Okay. Ou on va faire un zoom, si on veut, sur une image, puis ça va donner l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, puis on va juste voir, mettons, des lèvres bouger ou quelque chose. Puis c'était vraiment la force de l'animation. C'était très peu coûteux, ça se faisait rapidement, on pouvait en sortir à la chaîne. Fait que c'est vraiment c'est là que ça a commencé, c'est vraiment avec Astro Boy. Puis après ça, on peut voir que ça a vraiment instigé un style. Ouais. Ça va avoir marqué plusieurs générations, plusieurs époques différentes. Mes parents, en fait, écoutaient eux-mêmes de l'animation que, tu sais, ma mère continue pas à écouter de l'animation dans la vie de tous les jours, mais c'est quand même quelque chose qui fait partie de son enfance. Ouais. Elle écoutait une émission qui s'appelle Minifée. Je mettrais peut-être le jingle iconique de Minifée. Je pense que les gens l'ont entendu. Là. C'est quelque chose qui était vraiment marquant. Pour les garçons, à la même époque, on avait aussi Goldorak. Goldorak qui était un robot vengeur qui sauvait le monde. Puis aussi, on avait Albator, qui est aussi un truc de l'espace, un peu scientifique, okay. Un peu flyé. Puis ce qui était le fun à l'époque, c'est dans les années 70, l'espace, puis ça, c'était quelque chose de captivant à cette époque-là. Là. Ben, c'est parce qu'on dirait que tous les animes que tu as nommés en ce moment, on dirait que c'est beaucoup de la science-fiction. C'est la science-fiction. Astro Boy. Exact, puis du fantastique, parce que, tu sais, qu'est-ce que ça te permet, justement, l'animation, c'est de montrer des choses hors du commun. Fait qu'ils ont vraiment joué là-dessus, puis je sais aussi que Albator et, dans le cas de Goldorak, ont été fortement influencés par les Star Wars à l'époque. C'est quelque chose que les gens étaient en quête justement de commencer. Il y avait Alien, Star Wars, c'est vraiment la quête de l'espace. Après justement toute l'histoire avec les premiers pas sur la Lune, etc. Les gens ont vraiment eu une fascination pour ça. Donc l'anime a vraiment pu permettre ça. Ensuite, chaque décennie, on dirait qu'il y avait des animes vraiment iconiques. J'en ai parlé dans un podcast précédent, il y avait Pokémon. Je vais pas retourner sur Pokémon, je pense qu'on a fait le tour. Pokémon est effectivement un anime, c'est dans le même style d'animation. Puis il y avait aussi pour moi Dragon Ball. Dragon Ball qui a vraiment marqué mon enfance, qui était quelque chose de vraiment spécial. Là. J'étais vraiment, c'est une addiction, là, on va se dire. J'ai découvert Dragon Ball en commençant avec les mangas. Et je les ai vraiment dévorés. Là. Je les lisais genre religieusement. Aujourd'hui, c'est quelque chose ça m'a quand même transmis un côté artistique. Mes premiers dessins, c'était des Dragon Ball. Ben, est-ce que c'est ça qui t'a amené à aller en art puis en graphisme? Entre autres, parce que non seulement c'est ce qui m'a introduit au dessin, mais c'est aussi, ça a vraiment ouvert mon esprit créateur. Comme moi, après, je voulais en faire, ma mère pour en témoigner, j'ai essayé de dessiner des trucs, j'ai fait des BD, j'ai fait toutes sortes de trucs. Puis ça m'a vraiment nourri, là, ça a vraiment nourri mon imaginaire. Là. C'est quand même quelque chose de vraiment bien, là, même si c'est de la culture japonaise, c'est... Ben moi, j'ai vécu un peu la même chose. Comme, ben moi, c'était vraiment Naruto. Là, j'ai jamais vraiment fini Naruto, mais par contre, j'ai vraiment comme eu une grosse influence de Naruto. Puis je dessinais des personnages, puis j'essayais je dessinais des bandeaux, des affaires comme ça. Puis ça m'a vraiment... Moi aussi, c'est vraiment le moment où que je dessinais le plus. C'était par rapport à des animes. Puis tu l'as sûrement constaté aussi auprès de des camarades ou des gens, là. On voit que c'est une influence qui est quand même assez importante. Puis nous autres, en plus, on vit dans le monde occidental. En fait, on est carrément les plus éloignés de cette espèce d'influence-là. Mais pourtant, tu vois que ça nous a quand même touchés. Mais ailleurs, par exemple, il n'y a pas seulement en Asie que c'est vraiment un monstre, là, que c'est vraiment quelque chose de sensationnel. Il y a aussi, exemple, en Europe, là, il y a beaucoup d'Européens, des Français... Ça consomme énormément de mangas, d'animes. Ça fait partie de leur culture, carrément. Ça fait partie, tu sais, ça va passer régulièrement à la télévision, etc., le soir. Puis ça, c'est vraiment quelque chose. Mais moi, une question me vient en tête, mais est-ce que l'industrie du manga est seulement concentrée au Japon ou il y en a, il y a d'autres pays qui commencent à Il y a d'autres pays... c'est la problématique, c'est qu'on peut pas vraiment appeler ça le manga.
parce que c'est typique japonais. Ça vient du... c'est les mangaka, c'est les gens qui vont dessiner, les artistes de manga. C'est typiquement japonais. Par contre, oui, on va trouver... mais c'est surtout des pays asiatiques où on va retrouver le même... En Corée, ça? Ouais, la Corée va surtout se spécialiser en animation. On a des excellentes animations coréennes. Là. J'en mettrai quelques exemples en images parce que en tête, j'ai de la misère. Là, je les connais pas par cœur. La Chine, même, en fait quelques-uns. Okay. Se sont prêtés au jeu parce que c'est quelque chose qui rapporte beaucoup quand même. Mais peut-être quelques trucs genre du Vietnam, des choses du genre, mais c'est très très asiatique comme style. Je trouve une partie qui est comme méconnue. Tu sais, comme quand on pense aux animes, ben, en tout cas, moi, quand je pense aux animes, je me dis, c'est du contenu pour enfants, c'est pour les enfants. Ouais. Mais tu sais, comme, honnêtement, je sais pas, là, mais je pense que ça s'adresse à un autre auditoire aussi, des fois. Ben, exactement. Ce qui arrive, c'est que le marché du manga puis de l'animation, là-bas, en fait, ça fonctionne pas du tout comme ici. Ici, mettons, on va catégoriser les animes puis nos émissions dans des formes simples, genre on a la science-fiction, on va avoir la romance, on va avoir ça peut être les hentai. Vous irez faire une recherche là-dessus, les amis. Donc on a vraiment plusieurs styles différents, mais au Japon, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas nécessairement... Oui, il y a des styles, mais il y a aussi vraiment... ça va être aussi basé sur l'auditoire. Ouais, donc je sais pas si tu veux peut-être en lire un exemple. Là. Ici, on a le shoujo. Ouais, qui s'adresse surtout aux jeunes filles ou aux jeunes adolescents. Mm-hmm. C'est sûrement par rapport à la romance. Souvent, ça va être la romance ou des fois, ça va être carrément des trucs féminins. Là. Ça va être des filles, puis ça va être une histoire de... Sailor Moon en est un exemple, là, où est-ce que c'est vraiment plusieurs filles qui vont partir à l'aventure, puis tout. Mm-hmm. Puis le style qui vient un peu après le shoujo, c'est le yosei. Ouais, yosei, je pense. On s'excuse pour la prononciation, là, on n'est pas... c'est pas notre force. Donc, on a le genre yosei, qui se traduit par femme. Donc, ça va être dans le même un peu... Ça va être justement un peu plus romantique, je crois. Mais c'est ça qui est méconnu, c'est que tu sais qu'on s'attend à ce que ça soit, tu sais, comme pour les petites filles, puis après tu vois qu'il y a une transition pour les jeunes femmes, les adultes. Ben exact, le shoujo, on dit que ça s'adresse à une clientèle entre 10 et 18 ans féminin, tandis que le yosei, ça va être vraiment plus adulte féminin. On dit féminin, mais je pense que c'est vraiment, tu sais, c'est un peu préjugé, là, je crois que c'est... On parle beaucoup de... Justement, là, on parle de relations amoureuses, de perspectives plus réalistes. Donc, puis on va avoir des thèmes assez hard, là. On parle de viol, l'infidélité. Tu sais, c'est grave, là. Tu sais, si tu vois que là-bas, comme tu disais, l'animation, ça s'adresse aussi à un public très adulte, là. Donc, le prochain, c'est le shonen. Le shonen, c'est... Je pense que c'est le plus répandu. C'est celui que les gens vont connaître, peut-être entendu parler le plus souvent. C'est simple parce que c'est celui qui recueille... c'est carrément les animes qui fonctionnent le plus. C'est ceux qui sont les plus prolifiques, puis ils font partie aussi des grosses compagnies japonaises qui vont créer ces animations-là. Ça s'adresse aux jeunes garçons de entre 10 à 18 ans. Exact. Tu sais, tous les animes que nous on a mentionné tantôt, tu sais, Dragon Ball, Naruto, on n'a pas mentionné One Piece, mais One Piece en fait partie. C'est toutes des séries qui font partie des shonen. Puis on a des personnages comme iconiques là, de ce genre-là. C'est vraiment les plus gros. C'est les géants du manga puis de l'anime, là, vraiment. On a après le seinen, qui est un genre destiné aux jeunes hommes et adultes. Ouais. Ils disent dans la définition de 15 à 25 ou 40 ans. C'est un spécial. 15 à 25 ou 40 ans. Genre, juste 40 ans. Genre, peut-être à 39, t'es on va encore laisser le 40. Oh! Puis là, 41, non, c'est fini. Mais c'est ça, c'est encore une transition. Tu sais, tantôt, on le voyait avec les shoujo puis les yosei. Ouais. Puis, tu sais, c'est la transition, mais tu sais, au niveau des jeunes hommes et adultes. Exact. Avant, c'était les shonen. Mais c'est ça, on voit que les mangas accompagnent les gens au travers leur périple de la vie. Genre, on voit que le contenu va s'adapter, justement. Puis, en parenthèse,
peut-être qu'il y en a qui vont connaître ça. Justement, il y a eu un film récemment, Ghost in the Shell. Il y en a peut-être qui vont connaître ça. Ça a quand même eu un certain succès en Amérique. Puis Ghost in the Shell, qui était un film qui a connu un succès assez modéré, mais qui avait comme tête d'affiche, comment ça s'appelle? Je reviendrai là-dessus, je me souviens plus, au pire, il y aura juste une photo. Mais ça a connu un bon succès. Donc on voit que justement, on a la preuve que il peut avoir un contenu très adulte. Là. Après, et le dernier non le moindre, le Kodomomuke. Kodomomuke. Qui signifie destiné à des enfants. Exact. C'est un peu dans notre mentalité à nous, nord-américaine, c'est ça, les dessins animés pour enfants qui s'adressent juste pour les kids. Donc, mais tu sais, que tu sois un gars ou une fille, tu sais, l'idée de grandir avec un anime, c'est vraiment présent parce que, tu sais, on voit Kodomo, le dernier qu'on a présenté, un enfant. Après, si t'es un gars, mettons, tu vas peut-être passer pour les shonen. Après, tu vas peut-être passer pour les seinen. Tu sais, c'est vraiment super intéressant. Puis, c'est vrai. Mais tu sais, on les catégorise vraiment, mais tu sais, je sais pertinemment que eux, ils vont dire c'est leur public cible, c'est ça, mais tu sais, ça va varier. C'est un mélange de styles. Tu vois qu'il y a des jeunes qui vont écouter des seinen, c'est des trucs violents, ça va varier beaucoup. Puis on voit que là-bas, justement, ça fait partie d'une forte majorité de leur consommation, mettons, télévisuelle, puis aussi littéraire. Là. Ils vont lire beaucoup de mangas, puis donc c'est très ancré pour eux. Puis si je peux me permettre aussi, si les gens ont de la misère à comprendre c'est quoi le trip d'écouter, de voir des bonhommes, puis des choses du genre, regardez, nous autres... on a quand même ce qu'on appelle les comics, là, je veux dire, tout l'univers Marvel puis tout ça, DC Universe, en gros, c'est ça. Oui, à cette heure, on a des films à grand budget puis on a modernisé, mais ça reste que c'est quand même le même contenu. Mm-hmm. C'est des méchants, des gentils, puis ils se battent, puis tu sais... Pourtant, ça s'adresse à toutes sortes de publics, là. On peut pas dire que le dernier film de Marvel, c'est un film pour enfants, là. Non, c'est ça. Même que pas du tout, là, c'est très violent. Donc, c'est ça. Moi, je suis pas un énorme consommateur d'animé. Je voulais un peu sensibiliser les gens. Et des fois, je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait essayer une fois. Là, c'est parce que au final, c'est un art quand même. Là, ouais. Puis, si tu penses que ça t'amène à rien, que ça peut rien t'apporter, ben, au final, ça peut t'apporter une morale. Ouais. Puis c'est ça le but. Je crois que ce qui est essentiel là-dedans, c'est que ça peut apporter un plan différent. Là, il y a une différente structure dans l'histoire, une façon différente de raconter les choses. L'imaginaire aussi, j'en parlais plus tôt, est très différent. C'est très, comment je dirais ça, très extraordinaire. Là, moi, ce qui m'avait le plus captivé, je pense, c'est il y avait des animes de sport. Il y en a un qui s'appelle Prince of Tennis. Mais tu dis, ok, c'est un anime de tennis, ça va-tu vraiment être bon, ça? C'est tellement, là, tu sais, quand il fait un smash, là, c'est comme carrément genre des astres qui se mettent à tourner, là, tu vois le soleil qui... Puis là, tu vois, il y a des explosions, puis là, il y a du feu sur la balle, puis là, tout le monde est comme, ah! Puis là, la scène dure genre 3 minutes. Mais tu sais, ça, c'est typique anime. Mais ça montre tellement de sensationnel, tu sais, dans de quoi de banal. Puis franchement, là, il y a des gens qui vont se laisser prendre au jeu et vont dire, ah, c'est quand même hot, tu sais. Puis c'est juste du tennis. Donc, l'animation peut vraiment apporter un côté vraiment spectaculaire là, à des choses assez banales. Puis, pour finir là-dessus, genre, je voulais peut-être parler de quelques trouvailles que j'ai fait. J'ai pas écouté énormément d'animes dans ma vie. Par contre, il y a quelques animes qui m'ont marqué. Une bonne façon de commencer à écouter des animes, c'est assez simple, c'est Netflix. Netflix a commencé à distribuer énormément d'animations depuis les 2-3 dernières années. Puis c'est des animations qui sont pas fous, qui sont très à portée des gens. Ils vont parce que c'est sûr qu'il y a des animes, des fois, c'est le contexte est difficile à comprendre. C'est quand même japonais, donc c'est pas la même réalité. C'est ça, c'est spécial un peu. Mais eux, ils ont réussi à amener quelques animes qui ont fonctionné énormément. Que ce soit au Japon, en France aussi, puis plusieurs pays européens. Donc, ils savent que il y a de l'intérêt pour ça. Puis, il y en a un
qui s'appelle One Punch Man. Je sais pas si tout le monde a entendu parler de ça. C'est juste ce qui est drôle avec One Punch Man, c'est juste un super héros qui est juste trop fort dans le fond. Là. Puis c'est ça, c'est un peu de détruire tout le super héros genre héroïque. Puis ça, lui c'est juste, lui en fait il est désabusé, il trouve ça ennuyeux genre à cette heure de tuer des méchants, il n'y a plus de challenge. Fait que c'est un peu drôle là. C'est une comédie où est-ce que c'est un gars qui est juste trop fort, puis d'où le titre One Punch, c'est qu'il réussit à abattre tous ses ennemis avec juste un ça vient en contradiction avec les autres animes, Dragon Ball, où qui s'améliore. Ouais, c'est la conquête de devenir plus fort. Lui, c'est comme, il est déjà là. Puis ils disent, il y a même pas d'explication, il est juste fort. C'est juste ça, la comédie, okay. C'est juste ça, c'est comme, tu te dis, puis à chaque fois, ils vont hyper un nouveau méchant, ils vont dire, ah, lui, il a l'air fou, là, il va peut-être avoir un peu de misère, puis finalement, il arrive, il donne une pichenote, ou il a l'air contrarié, puis là, t'es comme, oh, il est contrarié, puis là, finalement, non, il pensait à sa liste d'épicerie, genre, pendant qu'il se battait. C'est genre, c'est comme, donc ça, c'est drôle, vous allez voir, puis l'animation est vraiment bien réussie, puis ça va justement peut-être briser l'animation cheap, l'espèce de préjugé que les gens ont de ça. Sinon, il y en a une dernière animation que j'encouragerais les gens à aller voir, elle s'appelle Vinland Saga, qui est sur la mythologie viking, carrément. C'est vraiment, vraiment spectaculaire quand même comme animation, puis c'est très, très adulte, là, je dois le dire. Là. Il y a beaucoup de violence, décapitation, on voit pas graphiquement des viols, des scènes de viol, des choses du genre, mais c'est omniprésent. Là, je comprends. parce qu'on parle quand même de la culture viking, puis franchement, moi, j'allais vérifier après, puis c'était vraiment... c'est informatif. C'était informatif, puis c'était très historique, là. C'était assez vrai. Ça parle, en fait... de Odin, de toute cette mythologie-là, de ce que ça impliquait aussi d'adhérer à cette mythologie-là, de mourir dans la gloire, d'être un vrai viking. En fait, c'est Léon qui m'avait souligné ça pour aller au Valhalla, c'est bien ça, qui est leur paradis, si on veut. Il fallait que tu meurs en guerrier. Donc, seuls les guerriers pouvaient y accéder. Puis, ça excluait les femmes, les enfants, etc. Fait que c'est un peu... Mais... c'est un peu patriarcal, mais c'est ça. Moi, personnellement, j'ai pas vu l'anime, mais je trouve ça intéressant parce que, tu sais, dans tous les animes qu'on a présentés avant, c'est tous des animes qui se passent relativement au Japon, puis tu sais, comme dans la culture japonaise. Mais là, de voir un anime qui tourne autour de la culture viking. Ouais, on en a... Des fois, tu vois, il y a quelques exemples de ça, puis c'est ça qui est intéressant. Ils ont fait des animes aussi sur la Renaissance, sur différents thèmes. C'est très vaste comme monde, là. C'est pour ça que j'invite les gens à essayer ça. Puis ce qui est intéressant avec Vinland Saga, pour fermer la parenthèse sur celui-là, c'est ça, c'est pour ceux qui aiment l'histoire de vengeance, là, un peu à le conte de Monte Cristo. C'est ça, c'est un peu là-dessus, là, c'est un jeune qui veut venger la mort de son père, qui se fait recruter par justement le vilain viking qui a assassiné son père. On suit ça, puis c'est vraiment captivant. Moi, je trouve qu'on oublie que c'est un anime à un certain moment. C'est tellement poignant, puis il y a tellement des moments genre captivants. Il y a toujours des trucs clichés typiques anime qui est dans la culture là, de l'humour japonais qui va peut-être nous déstabiliser. Des fois, c'est un peu spécial. Mais je pense qu'il faut pas s'arrêter à ça. Là. Puis tout le monde devrait au moins essayer. Je pense que tu sais aussi notre présentation, tu sais, c'est par rapport aux animes, c'est surtout pour comme montrer aux gens, tu sais, c'est quoi la culture de l'anime, mais tu sais aussi les personnes qui écoutent déjà des animes, tu sais, d'ouvrir un peu leur esprit, tu sais, comme de voir d'autres choses que les shonen, parce que tu sais quand on pense à anime, on pense à Naruto, Dragon Ball, mais tu sais il y a d'autres choses que ça, tu sais. Puis moi quand je pense à anime, je pense à tout ce que je viens de nommer. Alors c'est pas mal ça pour ce qui est des animes. En espérant que ça vous a donné peut-être le goût de petit essai, là. Donc, on va passer à un sujet qui est vraiment plus sérieux. Les gens qui ont suivi l'actualité, on parle beaucoup de ce qui se passe avec la crise ferroviaire, avec tout le dilemme aussi avec le peuple autochtone, tout ça, puis l'espèce de choc de culture, si on veut. Là. On veut pas trop... On veut pas partir un débat là-dessus. C'est vraiment plus pour renseigner les gens, parce qu'il y a beaucoup de... Je trouve, dans l'actualité, c'est très de surface, puis au final, il y a tellement il y a des lois qui encadrent, ce conflit-là, mais qui sont plus d'actualité. Ben, c'est parce que c'est une crise qu'on veut trouver une solution immédiate,
Mais ça remonte au début du pays, tu sais. Ça laisse, ça cache quelque chose de vraiment plus profond, là, vraiment plus... Puis donc pour justement parler de ça, parce que c'est un drôle d'adon, j'ai été voir une pièce récemment qui s'appelle La cartomancie du territoire. Puis justement, ça va un peu dépeindre ce que c'est que la vie autochtone de quelques nations. Là. On parle pas de toutes les nations, mais surtout les nations qui se trouvent au Québec. Puis ça parle en fait, c'est simple, hein, je vais vous lire carrément une petite description de ce que c'est. On dit que c'est un road movie poétique à la rencontre des Premières Nations. En fait, c'est quoi un road movie? Un road movie, en général, ça va être justement un film qui va suivre quelqu'un qui a une destinée, qui va faire c'est quelqu'un qu'on suit durant son trajet de voiture. C'est intéressant comme titre parce que c'est effectivement un peu à la road movie. Moi, en tout cas, je sais que ça a été présenté à plusieurs endroits. Là. Je sais pas si vous disait. Toi, t'es allé voir au théâtre du Périscope? Ouais, moi, j'étais voir ça au Périscope. Je sais que on va le voir à d'autres endroits. Fait que s'il y a des gens qui s'intéressent, parce que là, il passe plus. Là. Moi, si j'avais bien eu les informations, en fait, ça serait présenté à Montréal. Ouais. Puis à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je sais pas s'il y a d'autres dates ou d'autres endroits. Je mettrai les informations en description là, pour ceux que ça intéresse. On va lire la description. Donc, c'est La cartomancie du territoire est une création théâtrale et vidéographique sur notre rapport aux réserves autochtones et aux réserves naturelles, mais aussi sur la colonisation du territoire et de la pensée. Donc, je m'arrête là-dessus, c'est que c'est un homme qui s'appelle Philippe Ducrot qui a décidé de faire un peu une recherche sur les peuples autochtones, puis justement, il s'est promené un peu partout dans la province du Québec. Il va faire une lecture de son vécu, de ce qu'il a vu. Puis, pour appuyer un peu ses dires puis ses récits, on va avoir des supports visuels, donc vidéo. Donc, d'où le road trip, où est-ce qu'on va voir des images qu'il a capturées, on va voir des images de réserve, on va voir des fois, ça va juste... des autos qui passent sur le bord de l'autoroute, puis parce qu'on va pas se le cacher souvent, les endroits où ils vont vivre, c'est vraiment juste un truc sur le bord de l'autoroute, c'est pas très, je sais pas, c'est pas des villages qui sont très, comment je dirais ça, élaborés, là, c'est vraiment très basique, là. Donc il va raconter ça, puis c'est super intéressant parce que justement le support visuel des fois va vraiment aider à faire une immersion là, vraiment à concevoir le monde dans lequel les Autochtones vivent. C'est vraiment ça. Puis de ce que j'ai pu constater, c'est que les images étaient très grises, c'était très triste. Puis il y a un autre fait aussi qui est intéressant, c'est que il y a deux personnes en fait qui vont faire une lecture, un peu un témoignage de leur vécu. Puis tout ce que je sais, c'est que ça m'avait vraiment choqué là. C'est très très grave là. Il y a Marco Collin. Puis il y a aussi Katia Rock qui l'accompagnait. Justement, Katia, je crois qu'elle chantait. C'était vraiment magnifique. Là. Il y a des chants justement typiques. Puis c'était vraiment magnifique. Puis c'est tellement touchant. Là. Je veux pas parler vraiment des témoignages parce que j'invite les gens à aller le voir. Là. C'est là où on voulait en venir. Il faut pas oublier, dans tout ce conflit-là, même si on entend beaucoup de préjugés puis beaucoup de colère des gens, mais il faut pas oublier quand même qu'il y a tellement une lourde histoire derrière ça. C'est difficile à avoir l'empathie pour des gens qu'on connaît si peu. Mais justement, ce genre de pièces-là, ça va peut-être un peu nous rapprocher d'eux. Puis ça va faire qu'on connaît si peu, mais qui sont si proches de nous, malgré tout, tu sais. Exact. Donc, c'est triste de balayer ça de la main d'un coup comme ça. Donc, c'est intéressant, cette pièce-là, parce que justement, moi, ça m'a vraiment percuté, là. C'est vraiment... C'était quelque chose de touchant, là, à la fin, il y a eu une ovation. Je pense aussi que la personne qui t'a accompagné... Oui, j'étais avec une amie, puis elle était difficile à consoler après, elle était vraiment en larmes, là. Puis pas juste elle, j'ai vu des gens, c'est ça, il y a eu une ovation, puis des gens qui avaient l'air émus, puis la personne, justement, Philippe Ducrot lui-même, on voyait qu'il était émotif, il avait les larmes aux yeux, puis c'est du contenu qui est très, très lourd, on parle de suicide, on parle de colère, on parle de... C'est fâchant, là. En tout cas, plus tu m'en parles, plus j'ai envie d'aller la voir. Oui, c'est ça. Mais
c'est ça. C'est pas pour les cœurs sensibles non plus. Là. Il y a quand même des critiques assez fortes. Puis je vois où il y a des gens peut-être qui vont être un peu inconfortables par rapport à ça parce qu'on s'attaque à des choses assez intenses. Parce que c'est aucunement une fiction. C'est la réalité qui expose. C'est ça. Juste faire un petit parallèle. Justement, il y a un parallèle dans la pièce parce qu'on va parler de bingo. Même il va y avoir une lecture où est-ce que le gars va... comment on dit ça? Quand quelqu'un appelle les cases là, pour le bingo, il va, comme si on était vraiment un bingo. Puis après ça, au début, j'étais comme, voyons, pourquoi il est le B6? Puis il gueule ça, puis t'es comme, ok, qu'est-ce qui se passe? Puis on comprend qu'en fait, c'est un peu comme, premièrement, c'est un de leurs passe-temps. Okay. C'est un passe-temps que lui a remarqué dans plusieurs réserves, plusieurs endroits, le bingo. Okay. Puis il trouvait que c'était une drôle d'analogie. C'est un peu aussi une échappatoire, c'est un peu un consolement. C'est comme si on attendait de gagner le gros lot en faisant rien. Puis il montre l'espoir. C'est ça l'espoir derrière ça. Puis c'est triste un peu parce que tu dis, c'est ça, il y a des gens qui y attendent, puis c'est tout. Puis ils savent pas, c'est pas mal ça, là, je sais. Faut vraiment aller voir ça, je crois. Il faut voir pour le croire. Exactement, merci. Fait que oui, c'est ça. Moi, c'est ce que je voulais... C'est vraiment spécial, que tu sois allé voir ça juste avant le début de la crise ferroviaire. Parce que, en fait, pour mettre en contexte un peu les gens, la crise ferroviaire qui sévit dans notre beau pays depuis bientôt 3 semaines. Ouais. Puis en fait, à la base, comme dans la pièce que tu es allé voir, tu m'avais parlé qui parlait du territoire, la gestion du territoire. Puis en fait, en ce moment, la crise ferroviaire, c'est exactement ça. Mm-hmm. En fait, tu as 2 groupes qui sont opposés. Un groupe, c'est 2 groupes qui sont de la même tribu, la tribu Wet'suwet'en. 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 Ouais. Puis en fait, d'un côté, tu as 20 chefs qui ont été élus par la loi, mais la loi en question, c'est la loi de 1876 sur les Indiens. C'est une loi, en fait, qui, à la base, visait à l'anéantissement de la culture amérindienne, l'accaparation du territoire. Et en fait, c'est pour anéantir ce peuple-là. C'était pour vraiment les faire entrer dans notre civilisation, dans notre concept de civilisation. Puis tu sais, dans un texte de Jean-Pierre Pierrot Ross-Tremblay, en fait, il cite Rémi Savard. Rémi Savard parle des réserves. En fait, lui va nous lire ça. Puis en fait, il définit le concept de réserve. Effectivement, Rémi Savard a défini les réserves comme des cliniques où les Autochtones allaient s'auto-annihiler. L'idée était de créer la réserve, d'y emmener les Autochtones détenteurs d'un statut d'Indien. Ensuite, ceux-ci disparaîtraient. Puis la réserve disparaîtrait et le territoire qu'elle recouvre pourrait enfin être transféré à l'État de manière à asseoir la souveraineté absolue de la couronne. Et là, on est au stade ultime. Fait que l'accaparation du territoire, puis c'est ça, c'est vrai que pour faire le lien avec la loi de 1867, c'est ça, cette loi-là visait ce but-là. Et puis, les 20 chefs élus sont pour le gazoduc, en fait, de passer le gazoduc. Pour, en fait, eux, leur argument, c'est stimuler l'économie, qui est quand même un argument... assez valable. Oui, assez valable. T'sais, on peut pas remettre en cause ça, mais ce qu'on peut remettre en cause, c'est le fait qu'il a été élu par une loi qui a des antécédents assez noirs, je pourrais dire. Ouais, douteux, là, Ouais, qui a eu un impact, comme assez tragique sur les communautés autochtones de partout au Canada. Puis, de l'autre côté, en fait, eux qui s'opposent aux 20 chefs élus, c'est en fait les 8 chefs héréditaires qui, selon un jugement de la Cour suprême en 1997, c'est eux qui auraient le contrôle du territoire. Fait que là, tu vois l'opposition entre une loi de 1876 qui est un peu, je dirais, arriérée. Dépassée, dépassée dans le temps, puis elle n'est plus actuelle. Puis d'un autre côté, tu as un jugement de la Cour suprême qui dit que les chefs héréditaires ont le plein pouvoir. Puis en fait, les chefs héréditaires, qu'est-ce qu'ils disent? C'est qu'ils ne sont pas d'accord avec le projet de gazoduc parce que
ils disent que ça va détruire le territoire, mais pour les années futures. Parce que, tu sais, dans la culture autochtone, la préservation du territoire c'est important, est centrale. Exact. En fait, la notion de territoire, c'est pas comme nous. Nous, on voit ça un peu comme une propriété. Un territoire, c'est une propriété. Mais dans la culture autochtone, c'est vraiment une responsabilité. Ouais. C'est non pas C'est une appartenance collective, en fait. Puis pour résumer ce que je viens de dire... La souveraineté est donc surtout une affaire d'obligation et de responsabilité s'exerçant à la lumière des besoins humains présents et à venir. C'est ça, c'est vraiment la prospérité, que ça soit au niveau économique, au niveau de politique. C'est vraiment intéressant parce que c'est en totale opposition avec notre conception de la souveraineté, qui est comme axée sur un peu... Partage de richesses. L'accumulation de richesses, tu sais, un contrôle comme strict du territoire. Puis, c'est vraiment intéressant. Puis, c'est vrai que là, c'est ça. On a cette opposition entre les deux groupes. Et puis là, qu'est-ce qui vient difficile, c'est que les chefs héréditaires, en appui, il y a plusieurs communautés autochtones de partout dans le Canada qui ont décidé de donner leur appui aux chefs héréditaires en levant des barricades. Mais en fait, le petit hic là-dedans, c'est que les barricades qui sont érigées sont dans des réserves. Mais en fait, les réserves ne sont pas administrées par la police fédérale. La police fédérale n'a aucun contrôle dans ces réserves-là. En fait, c'est la plupart du temps, dans les réserves, les Amérindiens ont leur propre système de police. D'où on entend scander les gens « mêler l'armée à tout ça ». Ouais, exactement. Parce que c'est quasiment un peu la seule option, mais... la loi martiale. Ouais, au niveau musclé, c'est quasiment la seule option. Parce que on peut pas envoyer la police là. C'est grave. Ils ont aucune autorité sur les peuples autochtones. Puis ça ferait juste, je pense, jeter de l'huile sur le feu. Ah ouais, là. Ça envenimerait le conflit, là. C'est indéniable. On fait beaucoup de parallèles avec la crise d'Oka en 1990. Mais... honnêtement, tu sais, comme la comparaison entre les deux est assez limitée. Parce que la crise d'Oka, on se rappelle que c'était pour un terrain de golf. Ouais. Sur une réserve. Ouais. Tandis que là, c'est vraiment... C'était plus bénin, on peut dire. Ouais. Puis, tu sais, ça a vraiment dégénéré. Puis, tout le monde est un peu sur le pied d'alerte. Mais c'est parce qu'en ce moment, on le vit étrangement parce qu'on est on est dedans, si on peut le dire. Donc, on réalise pas encore la gravité de ce qui se passe, je pense. Parce que ça pourrait plonger notre économie quasiment dans une crise économique si on continue comme ça. Puis au-delà de ça, on parle pas juste de... Tu sais, là, on veut parler aussi d'humains. On parle de personnes, on parle de culture. Ouais. Donc, je pense que ça serait assez important de trouver un pied d'entente, d'essayer de rejoindre un peu les deux camps, là, en fait, pour en venir à ça, en fait, Yves-François Blanchette, le chef du Bloc québécois, en fait, lui, qu'est-ce qu'il a proposé? C'est que il a proposé au gouvernement libéral de Justin Trudeau de suspendre les travaux sur le gazoduc pour laisser le temps aux chefs héréditaires, les 8 chefs héréditaires, de négocier avec les 20 chefs pour en trouver une certaine entente. Parce que, tu sais, je pense que le dialogue vient, oui, entre le gouvernement fédéral et les nations autochtones, mais aussi entre les nations autochtones. Ouais. Fait que c'est ça, puis il a décidé de dire ça, puis en contrepartie, cela pourrait emmener, tu sais, comme les nations autochtones à lever les barricades. Parce qu'honnêtement, en ce moment, c'est pas de la désobéissance civile. Beaucoup disent que c'est de la désobéissance civile, mais c'est dans leur réserve. Ils ont le droit de faire ça. C'est le moment où ils vont mettre pied en dehors de la réserve, que là, ça va peut-être amener un petit tumulte, là, une sorte de... Pour faire un lien avec ça, en fait, à Saint-Lambert, qui est non pas dans une réserve, mais il y a eu des barricades qui ont été érigées. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, la police, le CN, a eu une injonction pour faire lever cette barricade-là. Parce que ça, c'était de la désobéissance civile. C'était pas... c'était aucunement dans une réserve, puis ils n'avaient pas le droit de faire ça. Puis, c'est triste parce que ils gagneront pas gain de cause avec ça. Oui. En fait, dès que tu veux faire lever les passions chez les gens, etc., il faut pas que tu veux être attirant envers ta cause. Là. Tu veux que les gens puissent adhérer. Donc, c'est sûr que
si ça commence à empiéter sur monsieur et madame québécois, ça va peut-être un peu choquer, fâcher, puis ça va les nuire. Ben, c'est ça qu'il y a eu à Saint-Lambert. En fait, il y a eu des manifestations pour en appui pour les chefs héréditaires. Mais il y a eu aussi des manifestations contre les barricades. C'est vrai que ça peut amener vraiment des tensions. Exact. Puis pour faire un lien avec ce que tu viens de dire, le chef de Kanesatake, Serge Otis-Simon, lui, il a demandé en fait à ses concitoyens de lever les barricades. Puis si en fait il y avait une déception ou il n'y avait pas d'entente avec le gouvernement fédéral, en fait, quitte à les rétablir. Puis en fait, qu'est-ce que lui, il voulait dire, c'est que les plus grands perdants pourraient être les Amérindiens. Ouais. Parce qu'on pourrait avoir une haine qui pourrait être développée à partir de ça. Ouais. Là, c'est des hypothèses. Là, on entre vraiment... Mais moi, je trouve ça quand même triste de dire que au final, de notre point de vue, quand on parle de ça, mais... C'est totalement légitime de leur part de faire ça. C'est légitime, puis c'est aussi... On peut comprendre à quel point ça peut être choquant. Puis moi, il y a aussi quelque chose que je ne veux pas entrer dans la controverse, mais par rapport à la délimitation de leur territoire, puis ça, c'est quand même nous autres qui les ont délimités, ces territoires-là. On leur a... je veux bien dire qu'on a concédé quelque chose, mais on est maître de tout ça, puis finalement, c'est comme... Nous autres, on a l'image de... Les Amérindiens sont nos bébés gâtés, puis on les cajole, puis là, finalement, ils sont pas contents, mais c'est tellement horrible là, comme façon de voir, je veux dire, c'est un peuple qui est fier, justement, comme tu as dit plus tôt, c'est un peuple qui se rapproche beaucoup à la nature, donc... Puis qu'on a beaucoup à apprendre. Exact. Parce que honnêtement, dans leur philosophie, il y a, comme dans la nôtre, on a des éléments qui sont très positifs, mais dans leur philosophie, il y a tellement des éléments qui sont positifs, la préservation de la nature, de penser aux générations futures. Ouais, c'est en plein dans l'actualité. C'est en plein ce qui justement cause notre tourment depuis quelques années. Puis c'est quand même un modèle auquel on peut adhérer. Puis au final, on veut pas prendre de parti pris ou de quoi de même. Puis je pense que dans cette histoire-là, que les chefs héréditaires veulent préserver la nature, c'est correct. Que les chefs élus veulent installer un gazoduc pour favoriser l'économie, c'est correct aussi. Mais il faut en arriver à une entente, pour voir c'est quoi qu'on décide entre ces deux-là, parce que c'est deux affaires qui sont très, très, très importantes. Exact. Pourquoi on vous parle de ça aujourd'hui, c'est pour vous amener un peu à vous dresser une opinion un peu plus objective, parce que comme on a dit, c'est très de surface, puis il y a beaucoup d'éléments qui manquent, comme sur la loi sur les Indiens, il y a beaucoup de monde qui savent pas c'est quoi cette loi-là, le jugement de la Cour suprême. Puis c'est ça, c'est avec... J'ai lu le texte de Pierrot Ross-Tremblay, qui est qui est directeur et professeur adjoint au département de sociologie de l'Université Laurentienne. Puis il est membre de la Première Nation des Inuits Essipi. Puis en fait, ce texte-là m'a un peu... heurté, ben oui, parce que, tu sais, ça m'a tellement appris sur cette culture-là, puis sur les beautés de cette culture-là. Puis je trouvais ça important, en plus que c'est d'actualité, de venir en parler. Puis je pense que de ce que j'ai pu en lire, là, il montre ça de façon flagrante, là, les aberrances là, dans notre système, puis comment on a un peu délimité, par exemple, leur territoire, comment on a aussi mis les... Ben, c'est qu'en fait, une phrase qui pourrait résumer tout ça, tu sais. Ouais. C'est... Donc, on a critiqué les premiers peuples parce qu'ils n'avaient pas de chef tel que le concevaient les Européens, ce qui a permis aux colonisateurs de conclure qu'ils n'avaient pas de droit. C'est quand même intense comme phrase, tu sais. Puis... Mais c'était carrément ça. Je veux dire, on peut même pas vraiment débattre là, de ça. Là. Ils ont été traités un peu comme des sous-hommes. À ce moment-là. Ça fait qu'il y a beaucoup d'incohérences, puis on espère vraiment que ça vous a permis d'en apprendre un peu plus sur cette chose-là. On va continuer de suivre ça. On va, s'il y a du développement dans ça, on va essayer de vous tenir au courant. Malgré que c'est facile de se tenir au courant, on parle juste de ça dans tous les médias. Mais Xav, Oli et Léon sont une très bonne source d'information. Alors, je vous compare un peu au Devoir ou à Radio-Canada en ce moment. Ouais, le Devoir, je pense que c'est pas mal notre range.
Donc, ben ça va être ça. Je pense qu'on en a déjà fait les grandes lignes. Je deviens émotif. Ouais. Donc, on a parlé d'animes puis d'Autochtones. Donc, 2 choses à découvrir, les animes et notre cher peuple autochtone. Franchement, pour vrai, je pense que les gens devraient se pencher un peu plus puis on va essayer de pousser le concept. On va essayer de trouver un anime sur les peuples autochtones. Ah, je suis sûr que ça existe, ça. J'adore ce que les Japonais pensent des autochtones. Je suis sûr qu'ils ont une meilleure vision d'eux. Sûrement. Si tout se passe bien, le prochain segment, ça va être sur un groupe que Xav adore. Donc, un sujet encore plus sérieux, je vous rappelle. Ah ouais, vraiment. Là, on est rendu... carrément là. T'as raison, hein? Donc, c'est ça. Alors, en espérant qu'il y ait suite à cela. Sinon, bonne soirée. Ça va finir là-dessus.